Sur la vallée du Grésivaudan, les éboulements concernent en particulier le rebord de Chartreuse, avec toutes ces grandes falaises calcaires qui en font la beauté, qui servent au parapentisme, mais qui ont aussi plein de désagréments pour ceux qui habitent en dessous. On a à la fois des chutes de pierre, petites ou grosses, et puis des fois des vrais éboulements en masse, comme on a pu avoir sur le Granier. Le mont Granier, c'est vraiment sûrement le mont le plus friable, le moins stable de tout ce rebord de la Chartreuse. Il y a un événement historique majeur qui est du XIIIe siècle, en 1248. Là, on comptait en millions de mètres cubes, mais là, ça avait rasé des hameaux. Mais ce n'est pas l'éboulement qui a rasé les hameaux, c'est que l'éboulement était tellement majeur qu'il a provoqué un gros glissement de terrain, qui a rasé notamment le hameau ou village, ça je ne saurais pas vous dire, de Granier, ce qui a donné le nom, puisqu'avant il ne s'appelait pas Granier. Donc on a donné le nom de ce hameau. Donc ça c'est vraiment un événement, heureusement comme on en a très exceptionnellement, sinon on serait assez mal pour vivre dans les Alpes. Par contre on a régulièrement sur le Granier des éboulements de plus faible volume, de quelques dizaines de milliers de mètres cubes. Typiquement, rien que sur le XXe siècle, 3 éboulements sur le Granier, de ce côté Chapareillan. Donc vous voyez qu'en un siècle, 3 fois, ça prouve que les événements de 2016 ne sont malheureusement pas exceptionnels. On va parler justement de ces événements de 2016. Alors, les premiers éboulements ont concerné le côté Savoie, c'était en janvier de l'année dernière. Ensuite, 3 éboulements côté Isère et Chapareillan plus précisément. Voilà, un premier éboulement tout début janvier, le 6 je crois, qui est en volume le plus gros, 100 000 m3, mais qui n'a touché que des zones forestières en Savoie. Et puis côté Isère, plus tard en avril et mai, là, plusieurs éboulements de suite, qui en eux-mêmes finalement n'ont touché que la partie amont de la forêt. Le calcaire, qui nous donne une vraie impression de compacité, d'être solide, il a un gros défaut, c'est qu'au fil des années, il se dissout avec l'eau. Donc quand vous avez des petites fissures, l'eau s'infiltre, va petit à petit dissoudre, va agrandir les fissures jusqu'au point où on aura des compartiments entiers instables. C'est-à-dire qu'ils sont détachés du massif. Et puis alors, il y a un moment où ils tombent. C'est toujours très difficile à estimer de l'extérieur, mais c'est vraiment un phénomène géologique entre guillemets normal et une évolution. Alors le Granier a quand même la caractéristique d'être particulièrement fissuré. Moi je ne fais pas de spéléologie, mais ça m'avait marqué il y a déjà une quinzaine d'années, des spéléologues qui étaient allés sous le Granier m'avaient dit on a l'impression de piles d'assiettes empilées mais toutes de travers, et on se demande comment ça tient. Tous nos matériaux qui tombent, qui se posent en dessous des falaises, ça fait des grands éboulis. Si on n'a pas de chance et qu'il y a des pluies un peu importantes, au début les matériaux, il y a à la fois d'énormes blocs et puis plein de petites fines. L'eau va charger, va imbiber tous ces matériaux et ça va faire des écoulements qu'on appelle des laves torrentielles. C'est-à-dire qu'il y a plus de solide que d'eau dans ces écoulements-là, ça ne va pas vite. On le voit sur les films qui avaient pu être faits à l'époque, quelqu'un qui court devant, il ne va pas prendre de risques. Enfin, il ne faut quand même pas trop jouer à ça. Et ça reprend les matériaux. Et là, ceux-là, par contre, ils sont arrivés jusque sur la route départementale. Ça oblige à couper la route et à se poser aussi des questions. Parce que plus loin, il y a un hameau. Et qu'à un moment, on se demandait jusqu'où ça va s'arrêter. Comme il y en a eu plusieurs de suite, on a toujours le souci de dire jusqu'où ça peut aller. Alors ici on se trouve sur la plage de dépôt, Monsieur Barthelon, c'est-à-dire que vous avez aménagé un site de manière à réceptionner tous les matériaux, toutes les roches qui tombent du Granier. Voilà, alors c'est le conseil départemental et la commune nous on est conseillers techniques. En crise on intervient pour le préfet ou pour les collectivités dans le cadre de missions d'intérêt général qu'on a pour l'État. Il y avait une vieille plage de dépôt mais toute petite parce que comme je vous l'ai dit, il y avait déjà eu des phénomènes. Le pont des Chartreux qui est juste en dessous avait déjà été obstrué par des matériaux. Elle était toute petite, donc dans l'urgence, il y a eu du curage et un agrandissement de ça. L'objectif, c'est de réduire la pente à un endroit pour que les matériaux se posent là, au lieu d'aller courir sur la départementale. Comment se passe la surveillance du Mont Granier, puisque j'imagine que vous le regardez à la loupe et tout le temps? Alors non, l'avantage qu'on a du Mont Granier, c'est qu'il n'y a pas des habitations directement concernées. Et du coup, la surveillance, c'est beaucoup le conseil départemental et la commune qui la font. Le conseil départemental parce qu'il est gestionnaire de la voirie et que c'est quand même lui qui a le premier à faire les choix de fermeture ou pas. Et puis la commune parce qu'on a des gens très motivés, très présents à la commune. Il y a eu quelques dispositifs d'instrumentation posés en falaise dans certaines, mais ce n'est que des dispositifs expérimentaux pour les chercheurs.
pour améliorer leurs connaissances. Ça, c'est pas du tout un dispositif d'alerte. Il faut avoir à l'esprit qu'un dispositif d'alerte en falaise pour des éboulements, ça suppose du 24 heures sur 24, du 7 jours sur 7, et puis d'être capable de dire à quel moment il faut évacuer. Alors que là, c'est du bon sens. S'il y a un éboulement, qu'il y a des gros orages, il faut vite monter voir. Et par précaution, comme je vous disais, on n'a pas des maisons évacuées, le conseil départemental fermera la route. Vous m'expliquez, monsieur Barthelon, que là-haut, il y avait une partie qui est d'ailleurs très visible et qui menace de s'écrouler. Donc toujours côté Chapareillan, on voit cette fameuse fissure et ce bloc, c'est celui-ci? Voilà. Alors, dans la période de crise, on se soucie tout de suite de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'est-ce qui risque de nous arriver en surévénement. Les vols hélicoptères, dès le début, avaient montré qu'il y avait des grosses failles ouvertes et qu'on pouvait craindre que de nouveaux compartiments s'effondrent. Alors, après, avec des photos, du travail sur des photos, on a pu distinguer 3 compartiments. Au total, il y a quand même 80 000 m3 encore à tomber dans ces compartiments découpés. On n'est pas dans un domaine de science exacte, c'est-à-dire est-ce qu'ils tomberont pratiquement simultanément ou en 5 ans. Voilà. Mais clairement, on peut s'attendre dans les années à venir, ou même cette année, si on n'a pas de chance, à de nouvelles chutes de blocs au même endroit. Donc à nouveau des laves torrentielles. Et on espère mieux les gérer. Mais aujourd'hui, dans le dispositif actuel, on a toutes les chances. Si on a un gros orage suffisamment proche de la chute de bloc, on a toutes les chances d'avoir à nouveau des cailloux sur la route. Donc une obligation de fermeture de la route par le conseil départemental. Il y a un vrai message simple, c'est que sur des ouvrages de protection, mais comme on est là, sur des digues par bloc, on ne va pas s'y promener pour faire des belles photos ou des belles vidéos quand il y a un événement. Parce que c'est des ouvrages, ils sont faillibles, et finalement, c'est là où on a le plus de risques. Une lave torrentielle, si vous êtes chez vous, si vous montez à l'étage, au pire, elle va remplir le bas de votre maison, elle ne va rien vous faire. Par contre, si vous êtes juste au bord, qu'il y a un caillou qui roule un peu plus et que vous êtes emmené dedans, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est pire qu'une avalanche. Ça va vous broyer immédiatement. Dans une avalanche de neige, on a des chances de s'en sortir. Dans une lave torrentielle, non.